Coucou les gros bidous. Dans la série Le Tarot carte par carte, aujourd'hui, on va attaquer le 8 de bâton. On commence à approcher de la fin de cette suite des bâtons avec les 3 dernières cartes qui sont ici inaugurées par le 8. C'est une carte un peu compliquée parce qu'elle fait partie de ces cartes qui sont trop simples pour faire sens parfois. On a l'impression qu'elle nous dit souvent des choses trop évidentes et qu'elle ne nous aide pas à aller plus en profondeur, à creuser, à développer nos interprétations et c'est tout ça. Et on n'est clairement pas aidé par le fait que l'illustration inspirée du Rider-Waite-Smith a continué depuis de nombreuses années à être intégrée avec peu d'imagination dans la plupart des jeux qui suivent en grande partie l'univers visuel du Rider-Waite-Smith, que ce soit des jeux qui sont clonés sur ce système ou même si on prend des libertés, on voit souvent qu'avec le 8 de bâton, le niveau de liberté et de créativité est un peu limité. On a généralement cette idée de mouvement, de vitesse qui est rendue par les bâtons dans le ciel. Et voilà. Je trouve que sur les jeux récents, on voit quand même assez souvent un oiseau. Alors ça nous ramène aussi cette idée de mouvement, d'avancée, d'être le vent aussi qui est symbolisé dans tout ça. Ok, d'accord. Et souvent, on a une idée de message, de suivre ses impulsions, de répondre à l'appel, l'idée que les choses sont en train de changer, que c'est cool, et voilà. C'est vrai, hein. C'est pas évident de s'approprier cette carte, justement, parce qu'on la présente et on la représente symboliquement, souvent d'une façon simple. Alors quand je pense qu'en fait elle est d'une très très grande richesse, c'est peut-être pour ça que cette vidéo aussi elle s'est fait attendre, parce que je me demandais comment transmettre la richesse de cette carte en vidéo. Une des choses qui m'avait inspirée il y a quelques semaines maintenant, voire plusieurs mois, quand je voulais m'aventurer dans cette vidéo, c'était d'observer le vol des perruches au-dessus de Bruxelles, donc cette espèce invasive, pas sa faute, mais celle des humains, qui prend possession du territoire de la région Bruxelles-Capitale et qui se reproduit d'une façon exponentielle, parce que contrairement à d'autres espèces, elle peut avoir plusieurs couvées par saison, et qu'en plus, elle est assez dominante, quoique la perruche est moins que d'autres espèces invasives, comme les ouètes d'Égypte par exemple, et donc plus débrouillarde que certaines espèces indigènes, qui vont du coup en être défavorisées. Donc, alors là, c'est une grande question qu'il y a par rapport à ça. Quand on observe ces trucs dans les cieux, parfois on a l'impression que les gens projettent des choses sur ces espèces d'oiseaux envahisseurs qui viennent détruire les espèces indigènes et tout ça, genre en mode hein, bon. C'est pas la faute de ces oiseaux. Et puis en même temps, qu'est-ce qui nous ramène aussi, c'est beaucoup de couleurs, aussi au niveau sonore, dans le ciel de Bruxelles. Puis ce qui est très intéressant avec les vols de perruches, bon, leur comportement est un peu différent dans cette période de nidification, là maintenant on est en début mars, mais sinon toute l'année c'est la même chose, plus ou moins dans la demi-heure qui suit le lever du soleil en général. Alors ça va dépendre si les journées sont plus longues ou plus courtes, ça va quand même influencer les habitudes des oiseaux en général. Elles traversent Bruxelles par rapport à où je suis, elles s'en vont plus à l'est, vers la forêt de Soignes en général. Ça dépend parce qu'il y a plusieurs espèces de perruches à Bruxelles. Mais on observe quand même le soir ces fusées dans le ciel que sont les perruches, le matin du coup, et le soir, généralement autour du coucher du soleil, que ça peut être un peu avant ou un peu après, ça dépend aussi des saisons. Elles vont dans l'autre sens, vers l'ouest, là où le soleil se couche, alors qu'elles allaient là où il se lève de bon matin, pour retourner dans leur dortoir. Pour une partie de ces perruches, en tout cas, elles dorment en dortoir dans des parties précises de la ville. Puis tu as des saisons, par exemple, quand j'étais inspirée pour faire cette vidéo, c'était début janvier, je pense, et il y avait encore des petites pommes sur les arbres, par exemple, au cimetière et tout ça. Et donc, c'était une de leurs haltes sur leur chemin du dortoir, parce qu'elles arrivent en groupe, et puis elles s'appellent, elles crient. On a cette idée, vous voyez, dans ce tarot-ci,
vous n'allez pas voir parce qu'on a une lumière de merde, mais on a des petits mouvements qui sortent du bec de l'oiseau, comme s'il était en train de s'exprimer, d'appeler quoi, justement. Donc on a cette idée de répondre à l'appel, et donc on a à chaque fois ces pit stops dans le trajet des perruches, où tu en as une qui s'arrête sur tel marronnier, tel être, et qui va appeler les autres pour les encourager à rejoindre en mode par ici, par ici. Bon, vous savez que les perruches sont des oiseaux particulièrement bruyants. Bon, il y a plein de choses à dire sur le comportement des perruches et c'est pas le but ici, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment souvent elles suivent les axes. Et donc, voilà, quand j'étais en train de réfléchir initialement à tout ce que j'allais ramener dans cette vidéo, entre-temps, je l'ai pas fait, mais c'est de les voir dévaler les boulevards et puis tourner ensemble sur certaines rues. Et c'est toujours marrant, ce qui peut aussi être tragique pour elles. Je me souviens par exemple... être allée chez une des pharmaciennes du coin, là, il y a quelques années, et en arrivant comme ça, tout ensemble, elles dévalent la rue, il y en a une qui s'est pris un camion, et donc elle était en attente chez la pharmacienne qui se demandait ce qu'elle allait en faire. Bon, appeler les associations qui s'occupent des animaux et des oiseaux à Bruxelles, évidemment. C'est la première chose à faire dans ces cas-là. Je vous le dis au cas où vous serez confronté à ça aussi, parce que ça arrive souvent et c'est pas parce qu'il y a des espèces qui sont plus banales que d'autres, comme des pigeons ou des perruches, que vous ne pouvez pas les appeler. Voilà, donc avec ce risque aussi. C'est intéressant, vous allez voir. ça nous ramène, mine de rien, mon exemple, au 8 de bâton. On entre dans les cartes qui sont associées au Sagittaire. Je rappelle que ce n'est pas une nécessité de lire les cartes avec les correspondances astrologiques. Pas du tout. Qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. Que c'est pas du tout nécessaire. Mais pour moi, dans l'illustration des cartes, ça m'intéresse de vous ramener ce que je pense au niveau astrologique de la carte, ce que ça m'inspire, ces correspondances astrologiques, parce que je crois que ça nous aide aussi à décortiquer la carte, donc voilà, on est là pour ça aussi. C'est donc une carte du Sagittaire, ce signe aventureux, ce signe ouvert d'esprit, parfois un petit peu trop, ce signe qui a envie de découvrir des nouvelles philosophies, des nouvelles façons de voir le monde, voilà. Alors là, avec le 8 de bâton, on entre dans les cartes du Sagittaire, et il n'y a pas une carte qui est plus sagittarienne que celle-là, je trouve, parce qu'on a vraiment ce truc de « Waouh, je me sens appelée par un truc. Waouh, j'ai envie de faire quelque chose et je sens que c'est le bon moment. » Le problème quand on a cette carte et qu'on est trop passif par rapport à ce qu'on reçoit, c'est qu'on peut avoir cette impression de « Ok, il va d'office m'arriver un truc, le petit déclic va venir, le signe va venir, j'ai qu'à attendre. » Sauf que c'est comme pour tout avec le tarot, si on a cette carte, on se demande est-ce que j'ai vraiment envie d'agir? Pour moi, les cartes dont on dit traditionnellement, souvent qu'elles parlent de vitesse, de rapidité dans la prise de décision et tout ça, j'aime bien remettre ça en perspective et reparler comme pour tout le reste, dans le tarot, de parler de spectre. Et donc pour moi, quand on dit ça parle de vitesse ou ça parle de lenteur, je dirais plutôt ça parle de notre rythme. De comment on ajuste notre vitesse, mais pas la vitesse dans le sens où ça va forcément vite, mais la vitesse dans le sens... Ok, quel est le rythme qui nous convient? Et ça, on va être amené à le penser aussi avec le 9 de bâton après, qui peut aussi nous dire, voilà, j'ai foncé tête baissée avec le 8, maintenant je suis épuisée, j'en peux plus, mon corps me lâche, j'ai plus l'inspiration, qu'est-ce que je fais? C'est assez intéressant de voir comment ça s'ajuste. Ou bien avec le 7 de bâton juste avant, on pouvait avoir un truc très rentre dans le tas, après j'y vais, je me défends et tout ça. Et donc d'être pas mal en réaction, en friction, comme on a vu. Et avec le 8, on peut avoir le truc de, je prends la voie de sortie. Là. C'est plus pour moi de continuer comme ça. Il faut juste que moi, je prenne mon élan, finalement. Ça peut être des choses aussi simples qui viennent avec ça, mais pour moi, en carte jupitérienne, et en particulier en carte de Mercure, en Jupiter, jupitérienne, oui, parce que donc Jupiter étant la planète de Sagittaire, mais c'est une carte de Mercure, donc elle est forcément jupitérienne, mais c'est une carte de Mercure dans le premier décan qui domine le premier décan de Sagittaire, donc c'est une carte mercurienne. Mercure qui n'est pas chez lui en Sagittaire, puisqu'il est en exil, il est chez lui à l'opposé, en Gémeaux. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication, de la parole, des messages, et justement aussi de la vitesse et de la fluidité, disons, dans les communications. Et en Sagittaire, parfois, c'est un peu compliqué. Parfois, je trouve que le 8 de bâton, ça peut être « Waouh, tout est signe. Oh, je me sens appelée partout. » Ça peut aussi être du coup « Waouh, telle personne a dit telle chose et ça m'inspire trop. Je sens que ça va changer complètement ma façon de voir le monde. »
Sauf qu'avec ce Mercure en Sagittaire, il y a comme un truc à lire en filigrane. Attention, méfie-toi, ne prends pas tout ce que les gens disent forcément au premier degré. Attention, cette personne est extrêmement attirante, mais avec Sagittaire, on a aussi l'idée de prendre une position d'autorité par rapport à des mouvements spirituels, par exemple, ou politiques, ou philosophiques. Et donc, attention à ce que cette personne n'est pas forcément en train de me manipuler. Pour moi, dans le 8 de bâton, on a quelque chose à chaque fois, quoi, c'est ça, c'est vitesse, oui, mais quel est le rythme qui me convient? Message, oui, mais est-ce que je peux vraiment me fier à mon interlocuteur ou à ce que j'interprète comme un signe? Et puis justement, on a l'idée d'avoir des signes, ces petites choses où c'est bon moment, j'ai telle carte, voit telle chose, je me sens appelée par telle... Waouh, les étoiles sont en train de s'aligner là, il faut que je suive ce truc. Et avec le 8 de bâton, on a à la fois cette carte qui a un grand oui, oui, vas-y, suis ton intuition, suis le truc, vas-y, et puis en même temps, méfie-toi, tout n'est pas aussi clair qu'il peut y paraître, et quand c'est trop clair, est-ce que c'est pas parce que c'est trop simplifié, ou c'est trop simple, ou alors ça donne toutes les clés, et que tu t'oublies ton agentivité dans le truc. Pour moi, c'est un des enjeux majeurs de cette carte. Et donc le 8 de bâton nous demande aussi, qu'est-ce qu'un signe? Ok, ce truc, c'est le signe, c'est l'appel, c'est tout ce que tu attendais, c'est le déclic et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comme souvent que les bâtons, c'est une carte de joie, de ouais, j'y vais, et je pense qu'il faut rester dans l'optimisme inhérent à cette carte-là, que ça, c'est la première chose qui nous vient, mais qu'il ne faut jamais non plus oublier le côté critique de Mercure qui vient décrypter. C'est bien beau les signes, mais est-ce que ça l'est forcément? Et souvent, c'est nous qui décidons de voir des signes, par les associations, par ce qui nous intéresse, partout. Quelque chose qui n'était pas du tout un signe il y a 2 semaines, tu le vois aujourd'hui, ouais, tel oiseau qui passe, là c'est forcément de bon augure, parce que je sais pas moi, tu t'es intéressé à telle déité, qui est associée notamment à cet oiseau. Moi, je super souvent ça, hein, je lis complètement en fait, hein, le vol des oiseaux et les rencontres que j'ai avec les oiseaux, mais c'est un concours de circonstances qui nous mène là. Est-ce que c'est un message de la déité? Est-ce que c'est, comme on dirait en termes plutôt jungiens, une synchronicité, un hasard qui n'est pas si fortuit que ça, mais est-ce qu'on peut forcément dire qu'il y a quelque chose derrière? Ou bien c'est notre conscience qui a shifté et qui nous permet de donner cette importance au signe. Est-ce que le signe n'existe forcément pas et que tout n'est que hasard, coïncidence, voilà. Je pense qu'il y a aussi dans cette carte l'idée du battement d'aile du papillon qui peut être intéressante. Et parfois quand on a envie de suivre, genre waouh, je le sens là maintenant, c'est bon, je me lance, je me sens pousser des ailes et tout ça. Et assez littéralement, hein, dans les représentations souvent de cette carte, on a des oiseaux, on a des gens qui sont en mouvement, qui sont en train de courir ou quoi, on sent pousser des ailes. C'est peut-être pas le moment de penser aux conséquences, mais c'est quand même pas mal de l'avoir à l'arrière du cerveau, quelque part dans la tête, de garder ça en tête. Je trouve qu'avec alors, encore une fois, un signe que je décide de porter ici, sur la carte du tarot, dans le Ophidia Rosa tarot, dans la carte du 8 de bâton, il y a un papillon comme celui-là. Ça, c'est une broche que j'ai depuis que je suis enfant. Vous voyez, elle a son côté très début des années 90, je pense, elle est un peu abîmée, tout ça. Et je n'ai pas le Ophidia Rosa tarot avec moi, mais donc j'avais écrit un petit texte avec ça, et je le mettrai en dessous, ici. Et je sais pas, il y a eu un moment comme ça où je me sentais vraiment attirée par cette carte. Je travaillais avec elle parce que je l'avais tirée avant, je pense, un court séjour à la mer. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était la notion de transformation dans cette carte. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut être chouette, c'est de se dire, ok, on est dans notre cocon, ça prend du temps, on a tous ces processus de transformation qui prennent du temps, mais après, au moment où on sort du cocon, on a juste à attendre quelques heures comme ça, dans cette anticipation de ce qui va arriver, et puis on déploie nos ailes et on s'est transformé. J'ai l'impression aussi que cette carte nous parle de ce moment-là où on a passé beaucoup de temps dans le cocon, en train de se transformer et tout, puis notre chrysalide, comme ça qu'on parle, s'ouvre, et on a ces quelques minutes, ces quelques heures où on sèche nos ailes et on commence à les ouvrir et c'est bon, on s'en va. Je trouve ça très intéressant. Et donc après avoir porté cette broche, parce que je trouve que la magie, inviter la magie des cartes à travers notre façon de nous habiller, en tout cas moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse.
Je dirais pas que j'ai une pratique de magie ou de sorcellerie ou quoi avec le tarot ou avec rien d'autre en vrai. Mais par contre, inviter l'énergie, les archétypes, l'entité, j'irais même jusqu'à dire ça, des cartes à travers mes vêtements, les appeler quand j'ai envie de travailler avec un certain type d'énergie, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Et du coup, à ce moment-là, j'avais cette représentation de la carte avec le papillon autour de moi, et du coup, je portais pas mal le papillon. Et quand je suis revenue à Bruxelles, j'étais dans le train et il y avait un papillon, mais un vraiment joli papillon, d'un joli bleu, comme j'en ai vraiment peu vu chez nous, enfin il me paraissait vraiment chouette. Et c'est la ligne de train qui fait Eupen, donc tout au bout de la Belgique, dans les cantons de l'Est, là, en Belgique germanophone, jusqu'à la mer du Nord. Donc elle traverse littéralement toute la Belgique sur l'axe où la Belgique est la plus longue, quoi. Je crois qu'il y a que 360 km, mais quand même. Et du coup, il y avait ce papillon qui était à ce moment-là collé sur la fenêtre. J'étais en train de me dire, c'est incroyable en fait, ce papillon qui est en train de voyager à travers la Belgique. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il est rentré, je ne sais pas où il sortira, mais il se laisse à la surprise comme ça. Et non seulement c'était pour moi un signe par rapport au fait que ce papillon m'avait accompagné et sur la carte et symboliquement sur mes vêtements, mais aussi de le voir là, prendre un train en fait. Le papillon a décidé de prendre un train et franchement les cantons de l'Est, c'était pas vraiment le plus fun au monde. Il s'est dit je vais aller prendre l'air à la mer. Waouh, c'est iodé, je me sens inspirée, tout, c'est formidable. Est-ce que du coup il était en train de retourner à Eupen ou bien est-ce qu'il s'est dit je vais peut-être descendre à Bruxelles, il s'en passe des choses. Bon ok, il se disait pas ça, d'accord. Mais juste pour vous montrer, à ce moment-là, pour moi, c'était un signe, c'était incroyable, c'était extraordinaire, c'était waouh, tout me répondait, c'était chouette. En plus, j'avais fait des chouettes rituels à ce moment-là, à la mer, et voilà. J'avais pas mal écrit de la poésie aussi, enfin, c'était vraiment le côté transformation de la carte qui ressortait le plus. Et en plus, il y avait un signe, et à ce moment-là, ce signe était pour moi indubitable, on ne pouvait pas le démonter, c'était incontestable que c'était un signe. Évidemment, avec le recul, tu t'es genre... Mais bien sûr, je vois des signes dans ce qui correspond à mes intérêts du moment et tout. Si j'avais vu le même papillon à un moment où j'avais pas forcément cette carte en tête, j'aurais sûrement trouvé ça marrant, mais j'aurais pas bugué pendant des heures devant le papillon sur la fenêtre du train, quoi. Donc dans cette série, je mélange toujours l'analyse et puis les exemples personnels, et c'est d'autant plus important pour moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai traîné avec cette série de vidéos, et que là c'est sur une question complètement impulsive que j'ai décidé il y a 1 heure que j'allais recommencer cette série parce que je me sentais prête, donc très 8 de bâton. Parce que justement j'ai envie de ramener juste pas mes interprétations, genre oh, j'ai vécu cette carte comme ça dans tel moment, ou j'ai pu l'attirer à des gens à des moments où ça a fait écho sur ça, mais aussi de voir comment cette carte elle se manifeste, ou bien pas elle se manifeste, mais elle trouve des échos dans tout, partout. Donc c'est aussi une interprétation peut-être plus animiste que j'ai envie de ramener, en plus des approches anticapitalistes, antivalidistes, féministes, queer et tout que je ramène dans cette série. Tout ça pour revenir peut-être au battement d'ailes du papillon. C'est vrai que c'est un moment où on peut être assez invité à... On peut juste avoir envie de suivre le truc, de suivre l'impulsion, de suivre cet élan et tout ça, et que parfois on ne pense pas à comment tout peut être lié et aux conséquences et tout ça. Et parfois c'est bien parce que c'est ça qui va nous mener le plus loin finalement, c'est de suivre une impulsion. Parfois c'est un peu dangereux parce que c'est aussi une carte qui peut être une carte de faire cavalière seule, tracer sa route et tout ça. Mais j'aime bien ce qu'elle ramène. Bon, j'ai dit vitesse, oui, attention, c'est plutôt une carte de rythme. J'aime quand même bien ici ce qu'elle ramène comme temporalité. C'est qu'on a quand même beaucoup de cartes, je trouve, dans le tarot. Bon, moins dans les bâtons, c'est une suite qui est assez hop, 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 hop. C'est des énergies assez fulgurantes, et donc ils ne sont pas toujours sur la durée. Mais c'est une des cartes les plus instantanées, les plus spontanées de toutes les cartes du tarot. Évidemment, elle est dans les cartes de bâton parce que c'est la suite la plus spontanée, la plus instantanée. Mais au sein même de cette suite-là, elle a encore une dimension très spéciale. Mais je pense que c'est aussi une simplicité de cette carte
j'ai dit attention, on va essayer d'aller plus loin que la première impression qu'on peut aller sur la carte. C'est pas toujours facile d'analyser des cartes simples et tout ça, mais aussi c'est vraiment une carte qui est rafraîchissante dans un tirage parce qu'elle nous traduit quelque chose qui nous dit n'attends pas le bon moment, il se présentera jamais. N'essaie pas de peser le pour et le contre indéfiniment, ça ne fait que t'embourber. Allez, vas-y, tu peux suivre, quoi. Elle est super renforçante. Alors, j'ai dit à un moment, attention, les messages et tout, faut pas les accueillir d'une façon passive. Et en même temps, voilà, en tant que carte optimiste, elle nous invite aussi, et l'optimisme est encore une fois une caractéristique de la suite des bâtons, mais à se faire confiance. Et ça fait du bien, ouais, on a un côté dans un tirage, ça peut faire ça peut être aussi quelque chose de... C'est un soulagement, et quand je pense à d'autres cartes de 8, comme le 8 de Pentacle, où on est sur un temps ultra long, le temps de l'apprentissage, waouh, celle-ci, elle est en mode paf. Ou bien le 8 d'épée, où ça peut être, on a un déclic à un moment, on change notre paradigme, ça peut être, on est englué dans nos schémas de pensée avec le 8 d'épée. Et le 8 de coupe et le 8 de bâton sont des cartes où à un moment c'est genre changement de cap qui peut nous faire du bien ou qui nous valide en tout cas. Est-ce que le changement de cap il est rarement en fait aussi radical que ce qu'on imagine. On imagine toujours ouais c'est bon, tout est transformé, ça va et tout ça, mais en même temps il y a quand même cette autorisation. J'aime bien voir certaines cartes comme des autorisations, je pense qu'elles le sont, on peut toutes les voir comme telles, mais là totalement quoi. Et le 8 de coupe l'est aussi, mais d'une façon beaucoup moins légère. C'est ce moment où voilà, il y a une situation qui ne marche plus, qui ne fait que nous vider, qui ne nous épanouit pas du tout, et on décide, on accepte qu'il est temps de partir, de prendre du recul, de quitter cette situation toxique ou en tout cas drainante. Et le 8 d'épée a aussi cette instantanéité, genre c'est bon, là maintenant il faut que je parte. Ici c'est bon, là maintenant il faut que je me mette en mouvement. Avec le 8 de bâton, c'est vraiment très joyeux. J'aime bien ici ce que ça donne dans le 8 de bâton. À un moment j'ai voulu faire le lien, et puis je me suis dit, oh, je reviens après avec celle-là, sur comment ça se manifeste au niveau... de penser de façon plus connectée que ce simple appel. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette version-ci, c'est la version de poche, bon bah, ça va être difficile pour la mise au point parce que la lumière est pourrie, mais on a des truth bombs, donc des bombes de vérité, c'est une expression qu'on utilise souvent en anglais, comme ça, genre waouh, paf, ça t'explose la gueule tellement c'est vrai ce que tu es en train d'annoncer maintenant, ça ce côté Mercure en Sagittaire, quoi, paf. Et c'est la révélation. Et c'est marrant parce que dans l'édition précédente de Starro, que j'ai, donc c'est la version auto-publiée, c'est Mutual Aid, l'aide mutuelle. Donc on a plutôt l'idée de soins communautaires, de prendre soin les uns des autres et que la personne elle se jette là. Alors là c'est marrant parce que il y a un truc qu'il n'y a pas dans l'autre version de la carte, je vais peut-être pas aller la chercher, mais la personne n'a pas la fleur sur sa veste. Vous avez vu, je viens d'enlever ma veste au moment où j'ai ramené ce tarot, mais justement j'ai décidé que franchement sur mon petit gilet là j'avais trop envie de mettre cette fleur vintage qui est super rigolote, qui fait un peu en mode chrysanthème comme ça. Oui, j'ai pas pensé à cette carte, je l'avais pas sortie avant, je viens de me lever pour aller la chercher. Les synchronicités, les signes, les clins d'œil que nous font la carte. Il y a peut-être une partie de mon inconscient qui, quand j'ai regardé ma tenue, je me suis dit, oh, il me manque quelque chose, je mettrais bien cette fleur que je vois sur un coin de mon étagère et que j'ai pas portée probablement depuis 3 ans. Mais peut-être aussi qu'il y a une... Voilà. Qu'est-ce qui a connecté, je ne sais pas. J'ai l'impression de commencer beaucoup de phrases et de ne pas les finir, mais... J'avais envie de répondre. Ah oui, j'avais envie d'aborder un autre sujet, donc passant du coq à l'âne, je continue là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est qui peut être super intéressant. Donc on a l'eau là en bas, mais souvent on voit bien que le message est plutôt dans les airs, en train de flotter. On a vraiment cette dimension du vent, du message de Mercure, et puis le ciel que nous propose le Sagittaire, c'est tout... On dépasse le système solaire, on agrandit sa vision, on va encore plus loin, le truc super jupitérien.
Et j'aimerais bien sortir celle du Rainbow Tarot, mais je ne vais peut-être pas m'aventurer là-dedans, mais j'aime bien quand cette carte, quand le ciel est sur fond noir, comme ça, on a l'impression qu'on peut voir les astres à des années, des années et des années-lumière derrière ça. Mais donc, autre chose qui est intéressant là-dedans, parce que parfois on peut être assez déconnecté de ses intuitions, et pas mal, parce qu'on peut être aussi déconnecté de la boue, du truc émotionnel, de nos bagages émotionnels, quand on décide de se laisser emporter par le message, par l'appel du 8 de bâton. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, je vais y arriver, souvent on peut voir avec le sens que prennent les feuilles sur les bâtons, dans quel sens va le vent, et on peut aussi observer dans quelle direction vont les bâtons, donc à chaque fois c'est un côté différent. Si vous lisez les côtés dans le tarot, vous pouvez dire ok, là elles arrivent du passé, elles vont vers la future par exemple, et ici elles... non, c'est inverse. Oui, non, c'est la même chose, d'accord, je suis en train de regarder là, et donc ça me paraît bizarre. Donc là, à chaque fois, c'est dans le même sens, on va vers le futur. C'est vraiment cet optimisme et ce forward thinking, c'est regarder de l'avant, c'est cette pensée vers l'avant, cette pensée pionnière, novatrice, d'avant-garde, aussi du Sagittaire, qui est représentée comme ça, je pense. Mais alors, où je voulais en venir, un truc qui n'est pas commun à toutes les cartes, c'est que, regardez là, j'ai l'impression que j'ai les bâtons qui viennent du ciel vers la terre. C'est comme si j'attendais un message divin. Ce truc de waouh, ouh, une espèce d'entité désincarnée, pas du tout dans la matière, pas du tout, c'est un truc comme ça m'a parlé, je vais le suivre. C'est ce côté... on peut facilement suivre des leaders, des mentalités un peu sectaires ou quoi avec le Sagittaire, ou devenir soi-même, un peu figure d'autorité, mais en oubliant tout esprit critique. Et alors dans celle-ci, j'aurais plutôt l'impression, parce qu'on voit que le vol de l'oiseau comme ça, qu'elles viennent de la terre et qu'elles viennent vers le ciel. Alors j'aime bien, c'est un peu aussi ce côté entends ma prière. Alors entendons-nous bien, je ne conçois pas le divin ou les déités comme des choses qui seraient dans le ciel, très très loin, transcendantes, déconnectées, tout ça, mais je trouve que ces représentations de la carte, elles nous ramènent à chaque fois à notre rapport à ça. Si le 8 de bâton, je crois que je prononce souvent le 8 à la belge, 8, j'espère que ça vous divertit. Si le 8 de bâton c'est un message, c'est un appel, d'où il vient? Est-ce que c'est nous qui le lançons en fait finalement? C'est ça. Peut-être que quand on a un 8 de bâton dans un tirage, c'est aussi un truc, on ne s'est jamais autorisé à se dire en fait j'ai vraiment envie de ça. En fait c'est le changement dont j'ai vraiment envie. En fait j'ai vraiment besoin que le rythme s'accélère là parce que je ne peux pas rester bloquée dans cette situation. Je veux prendre la voie de sortie ou je veux prendre, au contraire, ça c'est plus peut-être le 8 de coupe, mais avec le 8 de bâton, ce serait comme, tu sais, sur une route nationale qui traîne, tu es bloqué derrière des camions et des tracteurs et tout, ça avance pas. Et tu veux juste aller à la ville d'à côté, et puis tu vois une montée d'autoroute et tu es en mode, tu sais quoi, moi je m'en vais, hein, et je vais à peine comme le papillon, hein, c'est bon, hein, je file, hein, je vais plus loin. Hein. Ok, bon, je préférerais éviter les métaphores de la voiture, n'étant moi-même pas quelqu'un qui pratique la voiture, mais bon. C'est ce qui me vient ici avec ces cartes-là. Et donc, j'ai complètement oublié le début de ma pensée. Mais je vais revenir, tant pis, hein, sur cette question-là de... Donc, je disais que la voir dans un tirage, cette carte, c'était aussi ce truc de « Ok, j'y vais, je file. » En fait, je m'autorise que jusque-là, non, c'était pas ça que je voulais dire. Attendez, je vais faire revenir avec une autre pensée. Je crois que c'est comme, ouais, ça peut être vraiment s'autoriser à balancer son vœu, un peu comme un écho au 9 de coupe aussi. En fait, j'ai jamais osé dire que ce dont j'avais vraiment envie, c'est ça. Mais avec Mercure en Sagittaire, on a aussi une invitation de vas-y, dis-le, dis ce que tu penses vraiment, dis ce dont tu as envie, ou dis ce en quoi tu crois, même si ça paraît complètement irrationnel, que personne ne va te croire ou quoi, mais vas-y. Que ce soit tes rêves ou tes convictions ou tes croyances ou tous ces trucs-là, je pense qu'il y a ça aussi. Et donc, c'est un peu de le lancer dans l'air comme ça. C'est quand on a l'impression que quand le mouvement vient du bas, c'est nous. On y va, on lance nos espoirs, on lance ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, ce pourquoi on palpite tout au fond. Hein, tous ces synonymes de la suite de bâtons, finalement, du feu, des bâtons. Et on est là, on projette, on les donne au vent comme...
comme les petites semences du pissenlit, et on verra où elles vont. Ça me fait penser aux 9 de coupe, ça c'est intéressant. Je n'aurais pas forcément vu les liens entre ces cartes avant, mais elles vont très bien ensemble. Parce que c'est des cartes d'optimisme aussi. Hein. Et voilà, donc je trouve que dans le fait de se dire, d'où vient le signe? Est-ce que en fait c'est moi le signe, enfin, ou est-ce que j'avais juste besoin de quelque chose de catalysant, un catalyseur? Enfin un truc elle est catalysée et paf c'est l'étincelle, ou bien pas l'étincelle mais justement comment on appelle ça, le carburant vert, comment ça on dit dans le processus de, bon bref, catalysateur, je sais plus comment on dit, mais qui fait que en fait voilà la sauce prend et c'est bon. Et que ça vient de nous en fait, ça vient de nos tripes, ou ça vient de ce qui est juste à côté de nous et qu'on n'avait pas prêté attention avant. Ah, Diaz, je n'avais jamais vu avant à quel point tu étais vraiment mignonne et adorable comme ça. Ouais, ou alors est-ce que vraiment on se dit est-ce que c'est pas un tour que nous joue Mercure, quoi, de faire genre en fait t'attends en mode le message qui viendrait d'ailleurs et tout, alors qu'en réalité c'est juste là, ou pas. Pour moi c'est en fait ce serait aussi une carte de prière, mais est-ce qu'à un moment on prie pas pour soi-même? Qu'à tout, est-ce que vraiment tu peux t'accorder ce truc que tu ne t'es jamais autorisé à faire et te lancer dans tout ça. Donc j'ai l'air un peu conne quand je dis ça comme ça, mais en fait je le dis sérieusement et je ne vous le joue pas très sérieusement. Mais voilà, toute une série de choses qui me viennent avec le 8 de bâton. En fait c'est bizarre, parce que souvent c'est les cartes les plus dramatiques du tarot où je ressens le besoin d'arriver et dire alors on va dédramatiser cette carte, on va décomplexer notre approche du tarot. Pour ça, il faut la complexifier, parce qu'une des raisons pour lesquelles on panique devant telle ou telle carte, c'est parce qu'elle est trop simple. Mais parfois, il y a des cartes qui sont trop simples en mode, souvent on les voit comme des cartes positives, c'est aussi des cartes qui nous dépouillent de notre agentivité, qui nous donnent aucune puissance d'agir ni rien. Et donc, pouvoir dire, attends, ça peut être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, ça nous remet aussi au centre des possibilités qu'offre cette carte, et c'est intéressant. Même si je trouve que c'est aussi très intéressant de lire le tarot en ne pensant pas forcément qu'on est au centre de tout. Et c'est ce que j'essaie de faire avec cette série, évidemment, un mélange de tout ça, quoi. Quand on lit pas le tarot, quand on voit le tarot comme si ça représentait que des choses extérieures à nous-mêmes et tout ça, c'est un côté genre, en fait, déresponsabilisant. Et donc nous, on n'est pas agente de ce qui advient. Mais quand on fait que genre tarot psychologique, tout est à l'intérieur de moi et tout ça, bah, on peut vite être en vase clos et ne pas être dans l'interaction et pas voir tout ce qui vient à côté et qui s'exprime à côté, autour, en réseau, et tout ce qui s'exprime aussi pour nous demander d'aller vers, quoi. Et voilà, peut-être que cette carte, elle me permet aussi de trouver, je crois, un peu ce dosage entre ce divin, cet inconnu, cette confiance en ce signe, ce quelque chose qui nous parle et qui nous paraît très loin, c'est le côté sagittaire. Et le côté sans doute un peu plus pragmatique de Mercure là-dedans. Ça, je trouve ça aussi intéressant. J'aime, ouais. Ça, je crois que c'était une des choses que j'avais envie de ramener sur cette carte à la base, quoi. C'est qu'elle nous interroge grandement sur nos croyances et qu'elle nous demande à la fois, elle peut nous demander l'un ou l'autre, en fait, hein, de faire confiance en nos croyances, ces trucs un peu magiques ou mystérieux ou quoi qui semblent nous parler, et en même temps de jamais abandonner la petite voix critique. Et ça, c'est un des trucs je trouve très intéressant dans cette carte, et par rapport à toutes les personnes qui ont une approche qui se veut très rationnelle et tout du tarot. Voilà. Je serais intéressée de savoir en fait du coup comment ces gens traduisent cette carte là, parce que je pense qu'elle elle nous demande en un sens de croire qu'il y a un au-delà derrière toutes nos œillères. Il y a un au-delà derrière le voile, il y a plus de choses à voir et à découvrir, de croire au moins pour un instant, de suspendre, si on n'y croit pas, notre méfiance par rapport à l'invisible, ou notre défiance, ou le fait qu'on juste on n'y croit pas. Et voilà, mais du coup, c'est autant une carte de croyance que de défiance, que de méfiance, je pense. Qu'elle peut nous inviter aux deux, mais qu'elle nous ramène dans quelque chose de super, parce que pour moi, c'est vraiment une carte avec Mercure en Sagittaire, le divin peut s'exprimer en fait.
Et j'utilise avec escient un terme aussi vague que divin, parce que voilà, ça peut prendre énormément de visages, et ça peut aussi être lu au niveau intérieur, si c'est le genre de choses que vous partagez, tout ça, mais j'aime le divin comme, vraiment comme un concept en fait, là, ici, comme quelque chose de transformateur, comme un appel, comme quelque chose d'extérieur, comme le grand au-delà, qui viendrait s'exprimer vers nous. Et alors, on est aussi dans cette notion de transcendance versus immanence, où est-ce qu'il vient du fond de nous, où est-ce qu'il est en tout, ces choses, mais ça interroge vraiment nos systèmes de croyances. Et ça nous demande parfois de faire confiance, même quand on a vraiment, vraiment envie de se méfier. Et voilà, je trouve ça intéressant. Du coup, c'est pour ça que je dis le divin comme concept, parce que je ne veux pas vous donner plein d'exemples, mais c'est vraiment ce truc de, ouais, le mystère, l'inconnu, le divin, l'extérieur, quelque chose aussi qui serait comme un principe qui aurait une forme de supériorité, qui serait plus... Non, mais alors là, est-ce que vraiment on a envie d'y croire en fait à cette histoire de supériorité là, où on a notre espèce de leader charismatique de sectaire de Sagittaire qui est en train de rallier ses troupes, ou est-ce que du coup on est en mode on va chier en fait. Je vais pas suivre le signe de machin là, le truc que je viens de lire qui était super, genre waouh, je me sens complètement animée, j'ai envie de suivre tel truc, et puis je vais faire... Non, en fait, je crois pas trop là, en la bonne parole de l'autre pape ou papesse à la télé ou sur TikTok. Mais c'est pas... Bah, j'allais dire, c'est pas pour critiquer certains biais de certains médiums, certains médias, pardon, donc toutes nos sources d'informations. Mais en fait, si, je pense que ça peut être une facette du 8 de bâton, justement, hein, de s'intéresser à d'où viennent les informations, quand elles sont très très belles et qu'elles ont l'air très optimistes, très encourageantes, et que du coup, voilà, on se sent soutenu, vu par les beaux discours de quelqu'un, quelqu'une et tout ça. Le 8 de bâton est en mode... J'ai perdu le début de ma phrase, alors je suis obligée de faire des mots et des... Incroyable comme j'ai du mal à me concentrer, mais bon bref. Justement, hein, avec le 8 de bâton, c'est peut-être une des autres facettes qui donc ne m'a pas parcouru pendant que je faisais cette vidéo, parce que c'est moi que j'ai un problème de concentration avec mon CED. Mais c'est aussi ce moment où notre focus, notre focalisation est aiguisée, qu'on est capable de voir des détails ou des signes et de leur accorder une importance extrême. Et donc avec ça, ça peut faire écho aussi au 8 de pentacle. On développe une technicité par la répétition d'actes, l'acquis de compétences sur le long terme et tout ça. Et j'ai l'impression qu'on a aussi ce zoom qui peut nous être permis avec le 8 de bâton de focaliser sur quelque chose et de le faire bien. Et là, hop, en cet instant précis, je vois clairement dans toutes les choses qui pouvaient être des distractions. Et par exemple, avec le 7 de bâton, on était aussi parfois dans des distractions. On va donner notre énergie à des trucs plutôt combatifs au lieu de se concentrer sur notre propre feu, et on va donner notre feu aux autres pour se défendre et tout ça. On est plutôt sur la défensive. Et avec le 8 de bâton, on a une focalisation qui se fait, prendre l'autoroute là et aller vers ailleurs, qui nous permet aussi d'être efficace, d'être clair, d'être concise. Mercure en Sagittaire, peut-être pas, mais en tout cas d'y voir clair, d'avoir en ce moment-là précis une vision et de suivre cette vision. Alors qu'avec des cartes comme le 3 de bâton, cette vision, on se dit, voilà, qu'est-ce que je fais pour qu'elle advienne, on travaille à cette vision, on travaille avec elle, on co-construit avec cette vision et tout ça. Avec le 8 de bâton, on est plus en mode, ouh, vision, ouais, alors plus rien n'existe, et t'es là, et hop, tu vas. Je pense que c'est déjà trop long, et que si je continue, je vais avoir envie de dire plein d'autres trucs sur le 8 de bâton, mais est-ce que c'est vraiment, mais vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Et donc, je vais arrêter cette vidéo ici. Merci pour votre écoute. Je suis désolée si c'était par moments un peu décousu. N'hésitez pas à aller sur mon blog, dans la cartographie du tarot, vous avez tous les articles que j'ai déjà écrits sur cette carte. Et puis sinon à regarder les playlists
de toutes mes interprétations des cartes du tarot que j'ai déjà sorties. Je mettrai les liens ci-dessous, dessous. Salut les gros bisous et à très bientôt. Ping, ping.